Je fixais les documents juridiques étalés sur le bureau en acajou de mon avocat, mes mains tremblant tandis que je lisais les accusations imprimées en caractères gras et noirs. Mes propres parents me poursuivaient en justice pour 200 000 $, prétendant que j'avais volé l'avenir qui appartenait de droit à mon frère Tyler. Selon leur plainte, mon entreprise à 6 chiffres, ma maison, mes prêts étudiants remboursés, tout ce pourquoi j'avais travaillé 80 heures par semaine depuis l'âge de 16 ans, avait été bâti sur des opportunités que j'avais d'une manière ou d'une autre frauduleusement dérobées à mon frère, l'enfant prodige. L'ironie me brûlait la gorge comme de l'acide. Ces mêmes parents ne m'avaient jamais donné un seul dollar, tandis que Tyler avait tout reçu et tout dilapidé au jeu. En grandissant dans la banlieue de Cleveland, j'ai appris très tôt que l'amour dans ma famille était assorti de conditions. Tyler, de 3 ans mon aîné, ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Quand il ramenait un bulletin rempli de D, papa lui tapotait l'épaule et disait qu'il était juste en train de trouver son chemin. Quand je ramenais un bulletin rempli de A, maman me rappelait que les notes n'étaient pas tout, et que Tyler avait plus de charisme naturel. À 16 ans, j'ai lancé ma première véritable entreprise. Madame Patterson, la voisine, s'était plainte de sa pelouse envahie par les mauvaises herbes, alors j'ai emprunté la vieille tondeuse à main de nos voisins et j'ai proposé de la tondre pour 15 $. Elle a été si impressionnée par mon travail qu'elle m'a recommandé à 3 autres voisins. En 2 semaines, je gagnais 60 $ chaque samedi matin. Mes parents observaient ma petite entreprise de tonte de pelouse avec une tolérance amusée. C'est bien que James est un passe-temps, disait maman à ses amis autour d'un café. Pendant ce temps, Tyler passait ses week-ends à des fêtes, rentrant ivre et recevant des leçons de morale qui se terminaient toujours par papa lui glissant 20 $ pour l'essence. Je réinvestissais chaque centime que je gagnais. À 17 ans, j'avais économisé assez pour acheter ma propre tondeuse, un coupe-bordure et un souffleur de feuilles. J'entretenais 12 pelouses chaque week-end et j'avais étendu mes activités au déneigement pendant les hivers brutaux de Cleveland. Mon compte en banque grossissait régulièrement, tandis que mes parents louaient Tyler pour avoir été accepté à l'université d'État, même si ses scores au SAT étaient médiocres et sa moyenne générale le qualifiait à peine pour l'admission. Le vrai choc est survenu pendant ma dernière année de lycée, lorsque j'ai postulé pour des bourses et une aide financière. J'ai passé d'innombrables heures à rédiger des dissertations documentant mon expérience en affaires et soulignant mes réussites académiques. Pendant ce temps, Tyler passait sa première année d'université à faire la fête, changeant de spécialité 3 fois et maintenant à peine la moyenne minimale pour éviter l'approbation académique. Un soir de mars, j'ai surpris mes parents en train de parler à voix basse des frais de scolarité de Tyler. Curieux, j'ai vérifié le courrier le lendemain quand il n'était pas à la maison. Caché entre les offres de cartes de crédit et les prospectus d'épicerie, j'ai trouvé des relevés bancaires qui m'ont glacé le sang. Au cours de l'année écoulée, mes parents avaient transféré 30 000 $ sur le compte courant de Tyler. Les libellés indiquaient « Fonds de démarrage d'entreprise, capital d'investissement et soutien à l'entrepreneuriat ». 30 000 $, soit plus que ce que j'avais économisé en 2 ans de travail acharné. Ce soir-là, au dîner, je les ai confrontés. Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'argent pour mes frais d'université. Vous avez dit que je devais me débrouiller seul. Papa a posé sa fourchette et m'a fixé d'un regard sévère. Tyler explore ses options. Il a de grandes idées. Quelles idées, ai-je insisté. Il a échoué à tous ses cours sauf à l'introduction à la communication. Le visage de maman s'est empourpré de colère. Ton frère traverse une transition difficile. Il a besoin de notre soutien. Et pas moi. Tu es différent, James, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Tu as toujours été autonome. Tyler a besoin de plus de conseils. J'ai passé cette nuit-là éveillé, à fixer mon plafond, et à assimiler la vérité qui me sautait aux yeux depuis des années. Mes parents m'avaient catalogué comme le responsable qui n'avait pas besoin d'aide, tout en déversant argent et attention sur le potentiel infini de Tyler. Ils n'investissaient pas dans son avenir. Ils entretenaient ses échecs. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait définir le reste de ma vie. J'ai emballé mes vêtements, mon matériel professionnel et mes économies dans ma vieille Honda Civic cabossée et j'ai emménagé dans un minuscule studio de l'autre côté de la ville. Mes parents n'ont pas essayé de m'arrêter. En fait, ils semblaient soulagés. Maintenant, ils pouvaient se concentrer entièrement sur Tyler sans le rappel inconfortable de ce à quoi ressemblait le véritable succès. Mon appartement faisait 400 pieds carrés de moquettes tachées et de robinets qui fuyaient, mais il était à moi. J'avais 4 000 $ sur mon compte courant,
un diplôme de fin d'études secondaires et une détermination brûlante à prouver que je n'avais besoin de l'aide de personne pour réussir. Vivre seul à 18 ans était plus difficile que je ne l'avais imaginé. Mon studio avait une kitchenette de la taille d'un placard et une salle de bain où je pouvais toucher les deux murs en étant assis sur les toilettes. Le loyer était de $600 par mois, ce qui semblait gérable jusqu'à ce que j'ajoute les charges, les courses et l'essence pour ma voiture. Je dépensais presque chaque dollar que je gagnais juste pour survivre. Mon entreprise de tonte de pelouse m'a soutenu pendant l'été, mais je savais qu'elle n'était pas évolutive. Je ne pouvais pas tondre les pelouses quand il neigeait, et je ne pouvais certainement pas construire un avenir sur un travail saisonnier qui détruisait mon corps. J'avais besoin de quelque chose qui puisse grandir au-delà des limites du travail physique. C'est alors que j'ai découvert le marketing numérique. Un client a mentionné que son restaurant avait du mal à attirer des clients malgré une excellente nourriture. J'ai proposé de l'aider à créer une page Facebook et à gérer sa présence en ligne pour $50 par mois. En 6 semaines, ses réservations du week-end avaient doublé. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté soudée des petites entreprises de Cleveland. J'ai passé mes nuits à apprendre tout ce que je pouvais sur la publicité sur les réseaux sociaux, l'optimisation des moteurs de recherche et la création de contenu. YouTube est devenu mon université. Je regardais des tutoriels jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, prenais des notes dans des cahiers à spirale bon marché et m'entraînais sur mes propres sites web expérimentaux. Pendant que d'autres jeunes de mon âge faisaient la fête ou dormaient, j'apprenais des compétences que la plupart des écoles de commerce n'enseignaient même pas encore. À l'hiver, j'avais décroché mon premier grand contrat, une chaîne de restaurants locale avec 4 emplacements. Le propriétaire, Monsieur Rodriguez, avait été impressionné par mon travail pour la pizzeria de son ami. Il m'a offert $50 000 pour revoir complètement leur présence numérique, créer des campagnes publicitaires ciblées et développer un système de fidélisation de la clientèle. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu en un seul endroit. J'étais à 3 semaines du projet quand Tyler s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Je ne lui avais pas parlé, ni à mes parents, depuis que j'avais déménagé 6 mois plus tôt. Il avait l'air terrible. Les yeux injectés de sang, les vêtements froissés et le teint pâle de quelqu'un qui passait trop de temps à l'intérieur à boire de la bière bon marché. « James » dit-il en se tortillant maladroitement sur le pas de ma porte. « On peut parler ?» Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Il a regardé mon appartement spartiate avec ce qui semblait être une véritable surprise. « C'est ici que tu vis. »« C'est temporaire », ai-je dit sur la défensive. « J'ai entendu parler de ton entreprise. »« C'est vraiment cool, mec. Je suis fier de toi. » Les mots m'ont pris au dépourvu. Tyler n'avait jamais exprimé de fierté pour quoi que ce soit que j'avais fait. Pendant un instant, j'ai ressenti le désir familier de connexion familiale que je pensais avoir enterré. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il s'est excusé pour la façon dont nos parents m'avaient traité. Il a admis qu'il avait gaspillé l'argent qu'il lui avait donné dans des investissements stupides et des dépenses de fête. Il semblait sincèrement intéressé par ce que je faisais, posant des questions détaillées sur mes stratégies marketing et mes relations clients. Pour la première fois de notre vie, nous parlions d'égal à égal. Avant qu'il ne parte, j'ai commis une erreur qui allait presque détruire tout ce que j'avais construit. Je lui ai parlé du contrat Rodriguez. Je lui ai expliqué ma stratégie, lui ai montré les documents de proposition et lui ai même donné accès à mon système de gestion de projet pour qu'il puisse voir comment j'organisais le travail des clients. Je pensais que je renouais enfin avec mon frère. 2 jours plus tard, Monsieur Rodriguez m'a appelé en panique. Quelqu'un l'avait contacté en affirmant que j'étais inexpérimenté et que j'utilisais des tactiques douteuses. Ils avaient fourni des informations détaillées sur le calendrier de mon projet, ma structure de prix et ma liste de clients. Ils savaient même qu'un léger retard que j'avais rencontré en attendant les approbations de conception graphique. « Je suis désolé, James » a dit Monsieur Rodriguez au téléphone. « Je ne peux pas prendre le risque. J'annule le contrat. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. $50 000 se sont évaporés en un seul appel téléphonique. Pire encore, j'avais déjà investi $12 000 en études de marché, création de contenu et matériel publicitaire spécifiquement pour ces restaurants. De l'argent que je n'avais pas. De l'argent que j'avais emprunté en prévision du paiement du contrat. J'ai passé la semaine suivante à essayer de retrouver la source de l'information anonyme. Mes compétences techniques limitées n'étaient pas suffisantes pour identifier la personne qui avait contacté M. Rodriguez, mais j'avais de forts soupçons.
Tyler était la seule personne qui connaissait les détails intimes de mon projet. Il était aussi la seule personne qui bénéficierait de mon échec. Mes soupçons ont été confirmés lorsque j'ai découvert de faux avis négatifs sur mon entreprise publiés sur plusieurs plateformes. Les avis provenaient tous de comptes nouvellement créés, et ils contenaient tous des détails spécifiques que seul Tyler connaissait sur mon processus de travail. Quand j'ai tracé les adresses IP via un outil en ligne de base, elles menaient toutes au laboratoire informatique de la bibliothèque publique que Tyler fréquentait. Mes cartes de crédit étaient au maximum. Mon loyer était en retard de 3 semaines. Ma voiture faisait des bruits de grincement inquiétants que je ne pouvais pas me permettre de réparer. J'avais $16 sur mon compte courant, et aucune perspective de remplacer le revenu que j'avais perdu. Pour la première fois depuis que j'avais déménagé, j'ai envisagé d'appeler mes parents et d'admettre ma défaite. Au lieu de cela, j'ai vendu ma télévision, ma console de jeux et tous mes meubles sauf mon bureau et mon matelas. J'ai mangé des sandwichs au beurre de cacahuètes à chaque repas et je me rendais à pied aux réunions avec les clients pour économiser de l'essence. J'avais 20 ans, je vivais dans la pauvreté et j'étais complètement seul. Mais j'ai refusé d'abandonner. Le fond du trou m'a appris des leçons que la prospérité n'aurait jamais pu m'apprendre. Sans filet de sécurité et sans soutien familial, j'ai appris à être débrouillard d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'ai offert mes services à de petits entrepreneurs en échange de témoignages et de recommandations. J'ai travaillé gratuitement juste pour constituer un portfolio qui pourrait convaincre les clients payants de me donner une chance. Ma percée est venue d'une source inattendue, la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises de services locales. Alors que la plupart des agences de marketing se concentraient sur les grands comptes d'entreprises, j'ai découvert que les propriétaires de petites entreprises essayaient désespérément de comprendre Facebook et Instagram mais n'avaient aucune idée de comment les utiliser efficacement. J'ai développé un système simple mais puissant. Pour $300 par mois, je gérais l'ensemble de la présence sur les réseaux sociaux d'une entreprise, publications quotidiennes, interactions avec les clients, publicité ciblée et rapports d'analyse mensuels. Mes clients n'avaient pas besoin de comprendre la technologie. Ils avaient juste besoin de voir des résultats. Les résultats ont été immédiats et impressionnants. Les appels clients d'un plombier local ont augmenté de 40% en 2 mois. Un salon de coiffure a rempli son carnet de rendez-vous pour la première fois en 3 ans. Un garage de réparation automobile a commencé à attirer des clients de 3 villes voisines au lieu de simplement sa zone immédiate. Le bouche à oreille s'est répandu comme une traînée de poudre dans la communauté des petites entreprises de Cleveland. En 6 mois, j'avais signé 15 clients. En 1 an, je gérais les réseaux sociaux de 37 entreprises et réalisais un chiffre d'affaires brut de $8 000 par mois. J'ai embauché ma première employée, Sarah, une jeune diplômée qui comprenait les tendances des réseaux sociaux mieux que la plupart des gens 2 fois plus âgés qu'elle. Ma vie personnelle s'est considérablement améliorée, tout comme le succès de mon entreprise. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, acheté des vêtements fiables et même commencé à économiser de l'argent pour quelque chose que je n'avais jamais osé imaginer, acheter une maison. Le processus de recherche de maison semblait surréaliste. Les agents immobiliers étaient surpris quand un jeune de 20 ans entrait dans leur bureau pour demander à voir des propriétés dans de bons quartiers. Mais ma cote de crédit était excellente. Mes revenus d'entreprise étaient documentés et en croissance, et j'avais économisé assez pour un acompte substantiel. J'ai trouvé la maison de mes rêves dans un quartier calme à 15 minutes du centre-ville de Cleveland, une modeste maison de plein pied de 3 chambres avec un garage pour 2 voitures, une cuisine rénovée et un jardin parfait pour un bureau à domicile. Le prix demandé était de $135 000, exactement dans mon budget. Le jour où j'ai signé les papiers de l'hypothèque, j'ai ressenti une vague de fierté que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais 20 ans et j'étais propriétaire d'une maison. J'avais bâti une entreprise prospère à partir de rien. J'avais remboursé mes prêts étudiants et j'avais de l'argent en banque. Tout ce que mes parents disaient que je ne pouvais pas faire sans leur aide, je l'avais accompli complètement seul. Ce soir-là, alors que j'étais assis dans mon salon vide entouré de cartons de déménagement, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. On a entendu dire que tu avais acheté une maison, dit-elle sans préambule. Les nouvelles vont vite, ai-je répondu. Tyler traverse une période difficile en ce moment. Son entreprise de food truck a fait faillite, et il a perdu beaucoup d'argent. J'ai attendu qu'elle continue, sachant déjà où cette conversation allait mener. Nous pensons que ce serait bien pour vous deux s'il venait travailler avec toi. Tu pourrais lui apprendre ton métier, et il pourrait t'aider à te développer. Il a saboté mon plus gros contrat, ai-je dit sèchement. C'est ridicule, James.
Tyler ne ferait jamais une chose pareille. J'ai des preuves. Tu as toujours été jaloux de ton frère. Ce n'est qu'un autre exemple de ta tentative de le rabaisser. Les schémas familiers réapparaissaient. Peu importe ce que Tyler faisait, peu importe le nombre de preuves de ses échecs ou de ses trahisons, mes parents le défendraient toujours et me blâmeraient. C'est la famille, a poursuivi maman. Tu as l'obligation de l'aider. Mon obligation est envers mes clients et mes employés. Je ne dirige pas une œuvre de charité. Ne sois pas si égoïste, James. Tu as eu la chance de réussir. Le moins que tu puisses faire est d'en partager un peu avec ton frère. J'ai raccroché sans dire au revoir. Mais la conversation m'a profondément troublé. Quelque chose dans le ton de ma mère suggérait que ce n'était pas une demande. C'était le début d'une campagne. Ils n'allaient pas accepter mon refus et passer à autre chose. Ils allaient intensifier les choses. 3 jours plus tard, mon père est apparu à mon bureau. Il n'avait jamais visité mon lieu de travail auparavant, n'avait jamais montré le moindre intérêt pour mon entreprise et n'avait jamais reconnu mon succès. Sa présence semblait menaçante. « Belle installation, dit-il, regardant mon petit bureau professionnel. » Sarah leva les yeux de son ordinateur avec curiosité et inquiétude. « Qu'est-ce que tu veux, papa ? » « Je veux parler de loyauté familiale, de faire ce qu'il faut pour les gens qui t'ont élevé. Les gens qui m'ont élevé m'ont dit que j'étais seul à partir de mes 18 ans. Nous ne demandons pas la charité, James. Nous offrons à Tyler une chance de contribuer à quelque chose de réussi. Il a des idées qui pourraient aider ton entreprise à se développer. » « Quelles idées ? » Papa se déplaça, mal à l'aise. « Des idées de développement commercial, des stratégies de marketing, des opportunités de partenariat. » « Comme ? » Il a travaillé sur un plan complet pour étendre tes services. Il pense que tu pourrais faire beaucoup plus que ce que tu fais actuellement. J'ai failli rire. Tyler n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Son entreprise de food truck avait fait faillite en 8 semaines. Ses précédentes entreprises comprenaient une opération de revente sur eBay qui avait échoué, une brève tentative de day trading qui avait perdu $3000 et un système de marketing multiniveau qui avait aliéné la moitié de ses amis d'université. « Ça ne m'intéresse pas », ai-je dit fermement. L'expression de papa s'est durcie. « Tu fais une erreur, mon fils. La famille est tout ce que tu as vraiment dans ce monde. Un jour, tu auras besoin de nous et nous ne serons pas là si tu ne commences pas à montrer un peu de loyauté maintenant. » Est-ce une menace ? C'est la réalité. Les affaires sont imprévisibles. Les clients vont et viennent, mais la famille est permanente, à moins que tu ne choisisses de la jeter. Après son départ, Sarah s'est approchée de mon bureau avec une inquiétude évidente. « Tout va bien ? » « Des histoires de famille, ai-je dit, essayant de paraître détaché, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose de plus grand se préparait. Mes parents ne s'étaient jamais battus aussi fort pour quoi que ce soit dans leur vie. Ils ne demandaient pas seulement de l'aide pour Tyler. Ils l'exigeaient. Et quand des gens qui n'ont jamais respecté vos limites commencent soudainement à faire des demandes, cela signifie généralement qu'ils prévoient de prendre ce qu'ils veulent par la force. Mon entreprise a continué de croître à un rythme qui m'a même surpris. Elle avait commencé comme une tentative désespérée de survivre, et avait évolué pour devenir quelque chose de plus grand que je n'avais jamais imaginé. À mon 21e anniversaire, je gérais les réseaux sociaux de 68 entreprises dans 3 États. Mon équipe s'était agrandie pour inclure Sarah, 2 créateurs de contenu à temps partiel et un responsable des relations clients nommé Marcus. Le succès semblait surréaliste. Je gagnais plus d'argent que mes parents n'en avaient jamais gagné, je gérais une équipe d'employés et je faisais l'objet d'articles dans les publications économiques locales. La Chambre de commerce de Cleveland m'a invité à prendre la parole à leur panel de jeunes entrepreneurs. Le journal local a publié un article de fond sur mon parcours, de la tonte de pelouse au lycée au succès dans le marketing numérique. Mais le succès a apporté de nouveaux défis que je n'avais pas prévus. Gérer plusieurs États nécessitait des systèmes plus sophistiqués, une meilleure technologie et des protections juridiques plus solides. J'ai constitué mon entreprise en société, Rodriguez Digital Solutions LLC, établi des contrats en bonne et due forme avec tous les clients et engagé un comptable pour gérer les exigences financières de plus en plus complexes. L'étape la plus importante a été lorsque j'ai décidé d'acheter une plus grande maison. Ma maison de plein pied de 3 chambres avait rempli sa fonction, mais j'avais besoin d'espace pour un véritable bureau à domicile, du rangement pour le matériel professionnel et de la place pour accueillir des réunions de clients.
J'ai trouvé une belle maison coloniale de 2 étages dans l'un des quartiers les plus prisés de Cleveland. 4 chambres, 3 salles de bain, un sous-sol aménagé et un garage pour 2 voitures avec un espace atelier. Le processus de demande de prêt hypothécaire était plus complexe cette fois-ci. Les banques voulaient des dossiers financiers détaillés de l'entreprise, des déclarations de revenus et une preuve de revenus constants. Mais ma documentation était complète. Ma cote de crédit était excellente, et mon entreprise affichait une croissance constante chaque trimestre. J'ai obtenu le prêt facilement. Le jour où j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement qui allait au-delà du succès matériel. Je m'étais prouvé que je pouvais construire quelque chose de significatif sans l'aide de personne. Chaque pièce représentait des heures de travail. Chaque meuble avait été acheté avec l'argent que j'avais gagné moi-même. Mais ma situation familiale se détériorait rapidement. La dernière entreprise de Tyler, un concept ambitieux de food truck appelé Fusion Street Eat, avait été un échec spectaculaire. Il avait emprunté 40 000 $ à mes parents pour acheter et équiper un camion d'occasion, élaborer un menu et obtenir les permis d'exploitation. L'entreprise a duré exactement 6 semaines avant que les violations du service de santé, les factures impayées des fournisseurs et le manque total de discipline commerciale de Tyler ne la forcent à fermer. Mes parents étaient dévastés. 40 000 $ représentaient une part importante de leur épargne retraite. Papa avait contracté une deuxième hypothèque sur leur maison pour aider à financer le rêve de Tyler. Maman avait emprunté sur sa police d'assurance vie. Ils approchaient tous les deux de l'âge de la retraite avec des économies insuffisantes et des dettes croissantes. Au lieu de tenir Tyler pour responsable du désastre financier, ils ont commencé à concentrer leur colère sur moi. Les appels téléphoniques sont devenus de plus en plus hostiles. Ils m'ont accusé d'être égoïste de ne pas avoir aidé Tyler lorsque son entreprise était en difficulté. Ils se sont demandé pourquoi je méritais le succès alors que Tyler, qu'il prétendait être plus naturellement doué, continuait d'échouer. La situation a atteint un point de rupture lorsque Tyler a tenté de voler mon identité professionnelle. J'ai découvert la fraude par hasard lorsqu'un client potentiel a mentionné que quelqu'un l'avait déjà contacté en utilisant le nom de mon entreprise et en offrant des services à des tarifs bien inférieurs à mes prix standards. Une enquête plus approfondie a révélé que Tyler avait créé de fausses cartes de visite, un site web frauduleux et des profils sur les réseaux sociaux en utilisant le nom de mon entreprise. Il organisait des réunions avec mes clients potentiels, offrait des services à prix cassé et prenait des acomptes pour des travaux qu'il n'avait ni l'intention ni la capacité de réaliser. Lorsque les clients essayaient de le joindre, ils ne le pouvaient pas, ce qui nuisait à la réputation de mon entreprise. Le vol d'identité était plus profond que je ne l'avais initialement réalisé. Tyler avait utilisé mes informations personnelles pour ouvrir des cartes de crédit professionnelles, demander des prêts aux petites entreprises et même signer des baux de bureau. Il volait systématiquement mon identité depuis des mois, utilisant son accès aux informations familiales et sa connaissance de mes activités commerciales pour convaincre les prêteurs et les clients qu'il était autorisé à agir en mon nom. J'ai découvert toute l'étendue de la fraude lorsque mon comptable m'a appelé pour me poser des questions sur plusieurs milliers de dollars de dépenses professionnelles qui ne correspondaient pas à mes dossiers. Tyler avait imputé des achats professionnels à des cartes de crédit ouvertes au nom de mon entreprise. Location de matériel de marketing, et même des dépenses personnelles comme des repas au restaurant et des achats de vêtements. Lorsque j'ai confronté mes parents au sujet du comportement criminel de Tyler, ils l'ont défendu avec la même loyauté illogique qu'ils avaient toujours montrée. Il est désespéré, a expliqué maman, comme si le désespoir justifiait la fraude. Il essaie juste de construire quelque chose comme tu l'as fait. Il me vole, ai-je dit. C'est ton frère. Tu devrais l'aider, pas lui rendre la vie plus difficile. Je ne lui rends pas la vie plus difficile. Il le fait très bien tout seul. Mon père est intervenu avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Écoute-moi, James. Tyler a fait des erreurs, mais c'est la famille. Si tu le dénonces à la police, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Est-ce une autre menace? C'est une promesse. Si tu détruis Tyler, nous te détruirons. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé la police. Tyler avait commis plusieurs crimes, vol d'identité, fraude au crédit et usurpation d'identité commerciale. J'avais des documents prouvant chaque crime. Le détective affecté à mon cas était sympathique, mais m'a averti que poursuivre des membres de sa famille créait souvent des complications à long terme qui allaient au-delà du système juridique. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? A demandé le détective Morrison. Une fois qu'on l'arrêtera, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai pensé aux fausses cartes de visite de Tyler,
à l'argent qu'il avait volé, aux clients qu'il avait embrouillés et aliénés. J'ai pensé aux menaces de mes parents et à leur refus de le tenir responsable de quoi que ce soit. J'en suis sûr, ai-je dit. Tyler a été arrêté 3 jours plus tard. Les accusations comprenaient le vol d'identité, la fraude au crédit, la contrefaçon et l'exploitation d'une entreprise sans licence appropriée. Les médias locaux ont couvert l'affaire comme un exemple de criminalité en col blanc au sein des familles. Le nom de mon entreprise est apparu dans plusieurs articles de presse, mais la couverture a en fait aidé ma réputation en m'identifiant clairement comme la victime plutôt que comme l'auteur. La réaction de mes parents a été rapide et vicieuse. Ils m'ont entièrement blâmé pour l'arrestation de Tyler. Ils m'ont accusé d'être vindicatif, jaloux et cruel. Ils ont appelé mes clients et mes employés pour tenter de les convaincre que j'étais instable et vindicatif. Ils se sont même présentés chez moi pour exiger que je retire les charges et que je prenne la responsabilité des frais de justice de Tyler. Quand j'ai refusé, ils ont mis leurs menaces à exécution. Mais ils ont choisi une méthode que je n'avais jamais anticipée, une qui mettrait à l'épreuve tout ce que j'avais construit et tout ce en quoi je croyais en matière de justice. 3 mois après l'arrestation de Tyler, j'ai reçu une lettre recommandée qui a tout changé. Mes parents avaient engagé un avocat et déposé une plainte civile contre moi, affirmant que le succès de mon entreprise appartenait légalement à Tyler et exigeant la moitié de tout ce que je possédais. La plainte était un document de 23 pages de la logique la plus tordue que j'ai jamais rencontrée. Selon leur avocat, Tyler avait développé les concepts de base de mon entreprise pendant ses années universitaires, dans le cadre d'un projet de cours d'entrepreneuriat. Ils affirmaient que j'avais volé ses idées, utilisé les relations familiales pour obtenir des clients et bâti mon succès sur une propriété intellectuelle qui appartenait de droit à Tyler. Les demandes spécifiques étaient stupéfiantes. Ils voulaient 50% des actifs de mon entreprise, 50% de la valeur de ma maison, la moitié de mes comptes d'épargne et 50% de tous les revenus futurs de l'entreprise pour les 10 prochaines années. Ils exigeaient également que je paie les frais de justice de Tyler pour l'affaire pénale et que je lui fournisse un poste de direction dans mon entreprise. Mais l'aspect le plus choquant de la plainte était la diffamation qu'elle contenait. Les documents me dépeignaient comme un sociopathe manipulateur qui avait systématiquement détruit les opportunités de Tyler tout en construisant son propre succès sur des fondations volées. Ils prétendaient que j'avais convaincu mes parents de financer les échecs de Tyler tout en sabotant secrètement ses efforts pour réussir. Selon leur version des faits, l'entreprise de food truck de Tyler avait échoué parce que j'avais répandu des rumeurs négatives sur la qualité de sa nourriture. Ces entreprises précédentes s'étaient effondrées parce que j'avais interféré avec ses relations avec les fournisseurs et empoisonné les investisseurs potentiels contre lui. Même ses difficultés académiques étaient attribuées à ma manipulation psychologique et à mon sabotage. La plainte comprenait des déclarations sous serment de mes parents me décrivant comme jaloux, vindicatif et émotionnellement instable. Ils affirmaient que Tyler avait toujours été le frère le plus créatif et le plus doué pour les affaires, mais que j'avais utilisé la manipulation et la politique familiale pour saper sa confiance et voler ses opportunités. Lire leur description de moi était comme regarder dans un miroir déformant. Chaque trait positif était recadré comme un défaut de caractère. Mon éthique de travail devenait un comportement obsessionnel. Mon succès financier devenait l'exploitation des ressources familiales. Mon indépendance devenait un mépris insensible pour la loyauté familiale. Les médias locaux se sont emparés de l'histoire avec un plaisir évident. Une querelle familiale tourne au procès, un frère poursuit son frère pour le succès de son entreprise. La couverture était sensationnaliste et partiale, se concentrant sur les affirmations de mes parents sans enquêter sur les faits sous-jacents. Plusieurs clients ont appelé pour exprimer leur inquiétude face à la publicité négative. 2 clients ont complètement annulé leur contrat, invoquant des préoccupations quant à leur association avec une personne impliquée dans un litige familial. Mon avocat, David Kellerman, était un avocat d'affaires direct qui se spécialisait dans la protection des petites entreprises. Il a lu la plainte avec un dégoût évident. C'est l'un des cas les plus frivoles que j'ai vus en 20 ans de pratique, a-t-il dit. Mais frivole ne veut pas dire inoffensif. Ils essaient de détruire votre réputation et de vous forcer à un règlement. Quelles sont mes options? Nous pouvons nous battre, mais un litige est coûteux et prend du temps. Même gagner coûte de l'argent et la publicité négative pourrait nuire à votre entreprise. Alternativement, vous pourriez offrir un petit règlement juste pour qu'ils vous laissent tranquille. Je ne leur donnerai pas $1, ai-je dit fermement. David a hoché la tête en signe d'approbation. Bien. Parce que régler ne ferait que les encourager à revenir pour plus tard. Nous allons nous battre et nous allons gagner de manière décisive.
Mais se battre signifiait des mois de déposition, de production de documents et de frais de justice. Cela signifiait que mes pratiques commerciales seraient examinées à la loupe. Cela signifiait me défendre contre des accusations conçues pour être impossibles à réfuter complètement. Le stress était écrasant. J'avais 22 ans, je dirigeais une entreprise en pleine croissance, je gérais des employés qui dépendaient de moi pour leur subsistance et je me défendais contre une plainte déposée par mes propres parents. Je ne dormais pas bien. Je perdais du poids. Je me suis surpris à remettre en question des décisions que j'avais prises avec une confiance totale quelques mois plus tôt. Le pire était l'isolement. Les amis et les membres de la famille élargie ne savaient pas comment réagir à la situation. Certains pensaient que je devrais régler l'affaire juste pour préserver les relations familiales. D'autres pensaient que mes parents étaient complètement déraisonnables, mais ne voulaient pas s'impliquer. J'avais l'impression de mener cette bataille complètement seul. Mon entreprise a commencé à montrer des signes de tension. J'étais distrait lors des réunions avec les clients. Je faisais des erreurs mineures dans la gestion des campagnes que je n'avais jamais faites auparavant. Sarah et Marcus me couvraient autant que possible, mais ils ne pouvaient pas cacher le fait que la plainte affectait ma performance. 2 mois après le début du processus de litige, mes parents ont intensifié leur tactique. Ils ont commencé à contacter mes clients directement, suggérant que mes pratiques commerciales étaient contraires à l'éthique et que j'utilisais leur plainte pour générer de la sympathie et éviter la responsabilité pour des erreurs professionnelles. Ils ont créé de faux avis en ligne pour mon entreprise, publié des commentaires négatifs sur mes pages de réseaux sociaux et se sont même présentés à des événements de réseautage pour répandre des rumeurs sur mon caractère. La campagne de harcèlement était systématique et implacable. Ils essayaient de détruire mon entreprise en sapant la confiance des clients et en nuisant à ma réputation professionnelle. Chaque mensonge qu'ils racontaient contenait juste assez de vérité pour paraître plausible. Chaque accusation était conçue pour semer des graines de doute qu'il serait difficile de dissiper complètement. Pour la première fois depuis le début de mon entreprise, j'ai commencé à me demander si le succès valait ce genre de coût personnel. Peut-être que j'aurais dû simplement donner un travail à Tyler quand ils l'ont demandé pour la première fois. Peut-être que j'aurais dû régler la plainte et accepter la perte financière. Peut-être qu'essayer de tenir ma famille responsable de ces actes était plus de problème que ça n'en valait la peine. Mais je me suis alors souvenu de quelque chose que Tyler avait dit lors d'une de nos rares conversations honnêtes. Il avait admis qu'il n'avait jamais vraiment voulu travailler dans le marketing ou les médias numériques. Il m'avait dit que la possession d'une entreprise semblait être trop de stress et de responsabilité. Il avait avoué qu'il préférait l'idée de réussir sans avoir à faire le travail réel que le succès exigeait. Mes parents ne se battaient pas pour le droit de Tyler à réussir. Ils se battaient pour son droit à bénéficier de mon succès sans y contribuer en quoi que ce soit. Ils voulaient que je subventionne ses échecs et que je partage mes réalisations avec quelqu'un qui avait activement tenté de les saboter. Cette prise de conscience m'a donné la clarté dont j'avais besoin pour me battre avec tout ce que j'avais. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de propriété d'entreprise. Il s'agissait de savoir si les gens pouvaient voler ce que d'autres avaient construit par le mensonge, la manipulation et le harcèlement juridique. Il s'agissait de savoir si les relations familiales donnaient à quiconque le droit de détruire la vie et les moyens de subsistance d'une autre personne. J'ai décidé d'arrêter de jouer en défense et de commencer à jouer en attaque. Si mes parents voulaient une guerre, je leur en donnerais une qu'ils n'oublieraient jamais. L'enquête de mon équipe juridique sur les allégations de mes parents a révélé des couches de tromperie qui allaient bien au-delà de ce que j'avais imaginé. David Kellerman a engagé un détective privé, une ancienne détective de police nommée Carole Martinez, spécialisée dans les cas de fraude familiale. Ce qu'elle a découvert a complètement détruit la crédibilité de mes parents et révélé la véritable ampleur de leur malhonnêteté. Le prétendu plan d'affaires de Tyler qui constituait le fondement de leur plainte était une fabrication complète. Carole a retracé le document jusqu'à un modèle d'école de commerce disponible en ligne depuis plus de 5 ans. Tyler avait littéralement copié-collé des sections d'un guide générique de stratégie marketing, ne changeant que les noms des entreprises et les coordonnées. Les idées originales que j'aurais prétendument volées étaient en fait des pratiques standards de l'industrie que tout étudiant en commerce de première année reconnaîtrait. Mais la fraude documentaire n'était que le début. L'enquête de Carole a révélé que mes parents s'étaient parjurés dans plusieurs déclarations sous serment. Ils affirmaient que Tyler n'avait jamais reçu de soutien financier de leur part, mais les relevés bancaires montraient plus de $100 000 de transferts sur 3 ans. Ils juraient que les entreprises de Tyler avaient échoué à cause de mon ingérence, mais les registres du commerce montraient que la plupart de ces entreprises n'avaient jamais été correctement autorisées ou légalement établies.
La découverte la plus accablante a été une série de conversations téléphoniques enregistrées qui ont révélé la véritable motivation derrière la plainte. La Pennsylvanie est un État à consentement unilatéral, ce qui signifiait que je pouvais légalement enregistrer les appels téléphoniques tant que j'y participais. David m'avait conseillé de documenter toutes les interactions avec mes parents une fois le litige commencé. Dans une conversation, ma mère a explicitement admis qu'ils me poursuivaient parce qu'ils avaient besoin d'argent pour remplacer ce que Tyler avait perdu. James a plus qu'il n'en a besoin. Il devrait aider sa famille au lieu de tout accumuler pour lui-même. Dans un autre appel, mon père a discuté de la stratégie avec Tyler, parlant de la manière de faire pression sur James pour qu'il règle l'affaire et le faire payer pour ce qu'il a fait subir à cette famille. Le plus choquant a été une conversation où Tyler et mon père ont discuté de mon cas de vol d'identité. Tyler s'est plaint que j'avais réagi de manière excessive à son emprunt du nom de mon entreprise, et mon père a suggéré que les accusations criminelles étaient la preuve de ma personnalité vindicative qui pourrait être utilisée dans la plainte civile. Les enregistrements prouvaient que la plainte n'avait jamais eu pour but de protéger les droits de propriété intellectuelle de Tyler. C'était une tentative coordonnée de m'extorquer de l'argent en utilisant le système juridique comme une arme. Ils avaient déposé de fausses déclarations, soumis des preuves fabriquées et commis un parjure dans des déclarations sous serment. J'ai déposé une contre-poursuite complète qui comprenait des demandes pour diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, poursuite malveillante et abus de procédure. Nous avons exigé une compensation pour mes frais de justice, des dommages-intérêts pour la perte de revenus commerciaux et des dommages-intérêts punitifs pour leur conduite frauduleuse. Mais la stratégie la plus brillante de David a été de demander des sanctions contre l'avocat de mes parents pour avoir déposé une plainte frivole. Des sanctions personnelles pourraient entraîner une amende pour l'avocat, une réprimande, voire la perte de sa licence d'exercice. La plupart des avocats sont extrêmement prudents pour éviter les sanctions, ce qui signifiait que notre demande forcerait leur avocat à abandonner l'affaire ou à risquer de graves conséquences professionnelles. Le tournant est survenu lors de la déposition de Tyler. Sous serment et faisant face à d'éventuelles accusations de parjure, il s'est complètement effondré. Il a admis qu'il n'avait jamais développé d'idées commerciales originales. Il a avoué qu'il avait été jaloux de mon succès et qu'il avait essayé de saboter mes relations d'affaires. Il a reconnu que le vol d'identité était intentionnel et calculé, pas une erreur désespérée comme mes parents l'avaient prétendu. Plus important encore, Tyler a admis qu'il n'avait jamais voulu être propriétaire d'une entreprise. Je voulais juste l'argent sans avoir à faire tout le travail, a-t-il dit lors de sa déposition. James fait paraître ça facile, mais je ne veux pas travailler 80 heures par semaine et gérer des employés, des clients et tout ce stress. Je pensais juste qu'il devrait partager une partie de ce qu'il a gagné avec la famille. L'honnêteté de Tyler a été dévastatrice pour le cas de mes parents, mais elle a aussi été étrangement libératrice. Pour la première fois de notre vie, il disait toute la vérité sur notre relation et ses motivations. Il n'était pas une victime de mon succès. Il était quelqu'un qui voulait les avantages de la réussite sans l'effort nécessaire pour les mériter. L'avocat de mes parents s'est retiré de l'affaire 2 semaines après la déposition de Tyler. L'éthique professionnelle l'empêchait de continuer à représenter des clients qui lui avaient clairement menti et avaient soumis de fausses preuves au tribunal. Des sanctions étaient toujours possibles, mais la menace immédiate de conséquences professionnelles a suffi à le convaincre d'abandonner l'affaire. D'abord sans représentation légale, mes parents ont tenté de se représenter eux-mêmes au tribunal. L'audience a été un désastre. La juge Patricia Williams avait clairement lu toutes les preuves et n'était pas impressionnée par leurs arguments. Lorsque ma mère a essayé d'expliquer pourquoi Tyler méritait la moitié des actifs de mon entreprise, la juge l'a interrompu, « Madame. Comprenez-vous que votre fils a été reconnu coupable au pénal d'avoir volé l'identité de ce jeune homme et d'avoir escroqué son entreprise? » Oui, mais ce n'est pas le vrai problème ici, a répondu ma mère. Quel est le vrai problème? James a toujours été jaloux des capacités naturelles de Tyler. Il a utilisé la manipulation et la politique familiale pour saper la confiance de Tyler et voler des opportunités qui auraient dû lui revenir. La juge Williams la regarda avec une incrédulité évidente. Vous demandez à ce tribunal d'accorder des dommages-intérêts à quelqu'un qui a commis un vol d'identité contre le plaignant. Nous demandons ce qui est juste, la famille devrait s'entraider. Les membres de la famille devraient également s'abstenir de se voler mutuellement leur identité et de déposer des poursuites frauduleuses. La juge a rejeté leur plainte avec préjudice, ce qui signifiait qu'ils ne pourraient plus jamais déposer les mêmes plaintes. Elle m'a également accordé le remboursement intégral des frais de justice et des dommages-intérêts supplémentaires pour le harcèlement et l'ingérence commerciale.
Le montant total s'élevait à 70 000 $, plus qu'assez pour couvrir mes frais de justice et me dédommager pour les revenus que j'avais perdus pendant le litige. Mais le moment le plus satisfaisant est venu lorsque la juge Williams s'est adressée directement à mes parents. Je siège à ce tribunal depuis 15 ans, et je n'ai jamais vu un abus du système juridique aussi frivole et malveillant. Vous devriez avoir honte de vous-même d'avoir essayé de profiter du travail acharné et du succès de votre fils. Ce tribunal espère que vous saisirez cette occasion pour réfléchir à vos priorités et à votre traitement des membres de votre famille. En quittant le palais de justice, David rayonnait presque. C'était une totale réhabilitation, a-t-il dit. Ils ne pourront plus jamais contester la propriété de votre entreprise. J'ai ressenti un mélange complexe de soulagement, de satisfaction et de tristesse. J'avais gagné de manière décisive, mais la victoire avait eu pour prix la rupture permanente de ma relation avec mes parents. Ils ne me pardonneraient jamais d'avoir exposé leurs mensonges et d'avoir gagné leur procès. Je ne les reverrai probablement jamais. Les mois qui ont suivi la victoire du procès ont été transformateurs d'une manière que je n'avais pas prévue. Gagner au tribunal avait validé tout ce que j'avais construit et prouvé que la justice pouvait prévaloir sur la manipulation et les mensonges. Mais les vrais changements allaient plus loin que la réhabilitation juridique. Mon entreprise a explosé avec une nouvelle croissance. La couverture médiatique du procès avait initialement semblé être une menace, mais elle est finalement devenue le meilleur marketing que j'aurais pu espérer. Les propriétaires d'entreprises locales ont été impressionnés qu'un jeune entrepreneur se soit défendu avec succès contre le harcèlement familial et les plaintes frauduleuses. Ils me voyaient comme quelqu'un qui avait de l'intégrité et le courage de se battre pour ce qui est juste, même lorsque c'était personnellement coûteux. Moins de 6 mois après la décision du tribunal, j'avais signé 43 nouveaux clients dans 4 États. Mon équipe s'est agrandie pour inclure 8 employés à temps plein et un réseau de spécialistes indépendants. Nous avons déménagé dans un véritable immeuble de bureaux avec des salles de conférence, des espaces de travail dédiés pour chaque membre de l'équipe et de la place pour une expansion continue. Le succès financier était gratifiant, mais la croissance personnelle était encore plus significative. La lutte contre le procès m'avait forcé à articuler mes valeurs, à défendre mes décisions et à défendre des principes que j'avais auparavant tenus pour acquis. J'ai appris que le succès sans intégrité n'a pas de sens, mais que le succès défendu avec courage devient quelque chose de puissant et de durable. 6 mois après la victoire au tribunal, Tyler m'a contacté pour la première fois depuis son arrestation. Il a appelé mon bureau et a demandé si nous pouvions nous retrouver pour un café. J'étais hésitant mais curieux de ce qu'il pourrait vouloir dire. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près du centre-ville de Cleveland. Tyler avait l'air différent, en meilleure santé, plus concentré, avec moins de cette énergie désespérée qu'il avait caractérisée pendant ses pires périodes. Il travaillait comme cuisinier dans un restaurant local, vivait dans un petit appartement et suivait des séances de conseil dans le cadre de ses exigences de probation. « Je te dois des excuses », dit-il sans préambule. De vraies excuses, pas comme les fausses excuses que je donnais quand on me surprenait à faire une bêtise. J'ai attendu qu'il continue. J'ai été jaloux de toi pendant toute notre enfance. Tu faisais paraître tout facile et je n'ai jamais réussi à comprendre comment tu faisais. Je pensais que tu étais juste naturellement meilleur en tout, et ça me faisait me sentir comme un échec. Tu n'étais pas un échec, Tyler. Tu avais juste des intérêts différents. Non, ce n'est pas vrai. Je n'avais aucun intérêt du tout. J'avais des fantasmes de réussite sans vouloir faire le travail que le succès exige. Je voulais être toi sans devenir toi, si ça a un sens. Ça avait un sens. Tyler avait voulu les résultats du dévouement et du travail acharné sans le dévouement et le travail acharné eux-mêmes. Maman et papa ont empiré les choses, a-t-il poursuivi. Ils n'arrêtaient pas de me dire que j'avais un potentiel illimité, mais ils ne m'ont jamais aidé à développer de véritables compétences. Ils me donnaient juste de l'argent et me disaient que tout finirait par s'arranger. Ils voulaient bien faire, ai-je dit, bien que je n'en sois pas sûr. Peut-être. Ou peut-être qu'ils avaient juste peur de me dire la vérité sur moi-même. Quoi qu'il en soit, ils m'ont permis d'éviter la réalité pendant bien trop longtemps. L'honnêteté de Tyler était rafraîchissante, mais je suis resté prudent. Il avait été manipulateur pendant si longtemps que je ne pouvais pas être sûr que ce n'était pas une autre tentative pour obtenir quelque chose de moi. Je ne demande rien, dit-il, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Je ne demande pas un travail, de l'argent ou une relation. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait et que je suis désolé pour tout ça. Et maman et papa? L'expression de Tyler s'assombrit.
Ils sont toujours convaincus que tu es le méchant de cette histoire. Ils pensent que le tribunal a eu tort, que la juge était partiale et que tu as d'une manière ou d'une autre manipulé tout le système juridique pour te venger de notre famille. Tu crois ça? Non. Je sais exactement ce que j'ai fait et je sais exactement ce qu'ils ont fait. Tu étais le seul à dire la vérité dans tout ce bazar. Nous avons parlé pendant une autre heure. Tyler semblait sincèrement engagé à construire un autre type de vie pour lui-même. Il apprenait de véritables compétences professionnelles, gérait ses propres finances et assumait la responsabilité de ses décisions. Le changement semblait réel, mais je savais qu'il faudrait des années pour déterminer s'il était permanent. Alors que notre rencontre au café se terminait, Tyler se leva pour partir, puis se retourna avec une dernière pensée. « Tu sais ce qui est vraiment fou ?» dit-il. « Si je t'avais juste demandé de l'aide au lieu d'essayer de te voler, tu me l'aurais probablement donné. » Il avait raison. Si Tyler m'avait approché, avait honnêtement reconnu ses erreurs et demandé des conseils pour créer sa propre entreprise légitime, je l'aurais aidé. Je ne lui aurais peut-être pas donné d'argent ou un emploi, mais j'aurais partagé mes connaissances, fait des présentations et soutenu ses efforts sincères pour réussir. Le procès n'avait jamais été nécessaire. Le vol d'identité, le harcèlement, les plaintes frauduleuses, rien de tout cela n'avait été nécessaire. Mes parents auraient pu me demander d'être le mentor de Tyler au lieu d'exiger que je subventionne ses échecs. Ils auraient pu l'encourager à apprendre de mon exemple au lieu d'essayer de voler mes réalisations. Mais ils avaient choisi le conflit plutôt que la collaboration, les mensonges plutôt que l'honnêteté, et la guerre juridique plutôt que la communication familiale. Ils avaient transformé une situation qui aurait pu nous rapprocher en une bataille qui nous a définitivement séparés. Mon entreprise a continué à prospérer dans les années qui ont suivi. À 25 ans, je dirigeais une entreprise à 7 chiffres avec des bureaux dans 3 États et des clients à travers le pays. Je prenais la parole lors de conférences d'affaires, j'étais le mentor de jeunes entrepreneurs et j'ai créé un fonds de bourse d'études pour les étudiants issus de familles dysfonctionnelles qui essayaient de construire des carrières réussies malgré le manque de soutien familial. Le fonds de bourse est devenu l'un de mes projets les plus significatifs. J'ai reçu des centaines de candidatures de jeunes dont les histoires me rappelaient mes propres luttes. Des jeunes qui cumulaient plusieurs emplois pour payer leurs études parce que leurs parents dépensaient de l'argent pour les entreprises ratées de leurs frères et sœurs. Des étudiants qui vivaient dans leur voiture parce qu'ils refusaient de cautionner les addictions ou le comportement irresponsable de membres de leur famille. De jeunes entrepreneurs qui créaient des entreprises tout en faisant face à des membres de leur famille qui sapaient leurs efforts par jalousie ou par dépit. Chaque boursier m'a appris quelque chose de nouveau sur la résilience, la détermination et le pouvoir de refuser d'accepter les limitations des autres comme les siennes. Leurs réussites ont validé ma conviction que le dysfonctionnement familial ne doit pas déterminer votre avenir, et que parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de cautionner un comportement destructeur. 5 ans après le procès, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle était en train de mourir d'un cancer et voulait se réconcilier avant qu'il ne soit trop tard. La lettre était remplie de regrets, d'excuses et d'aveux qu'elle avait eu tort sur presque tout. Elle reconnaissait que j'avais été le fils responsable, que Tyler avait été entretenu plutôt qu'aidé, et que le procès avait été une terrible erreur motivée par le désespoir et un mauvais jugement. J'ai réfléchi à la lettre pendant des semaines avant de répondre. Une partie de moi voulait lui rendre visite, avoir une dernière conversation où nous pourrions tous les deux dire la vérité sur notre relation et notre dynamique familiale. Mais une autre partie de moi reconnaissait que certaines blessures sont trop profondes pour guérir et que certaines relations sont trop endommagées pour être réparées. Finalement, je lui ai écrit une brève lettre exprimant mon pardon mais refusant de reprendre contact. Je lui ai souhaité la paix pour ces derniers mois et je lui ai dit que j'avais construit une bonne vie malgré tout ce qui s'était passé. Je ne lui ai pas rendu visite avant sa mort et je n'ai pas assisté à ses funérailles. Ces décisions ont semblé froides à certaines personnes, mais elles m'ont semblé honnêtes et nécessaires. Tyler et moi avons maintenu une relation distante mais cordiale. Nous échangions des cartes de Noël et des SMS occasionnels sur les événements importants de la vie. Il a finalement épousé une femme qui l'a aidé à rester responsable de ses choix et a soutenu ses efforts sincères pour construire une vie stable. Il n'est jamais devenu riche ou professionnellement réussi de manière spectaculaire, mais il a appris à subvenir à ses besoins honnêtement et à traiter les autres avec respect. Pour Tyler, cela représentait une véritable croissance et un accomplissement. Mon père a vécu encore 3 ans après la mort de ma mère. Il ne s'est jamais excusé ni n'a reconnu son rôle dans le conflit familial. Il est mort en croyant que j'avais été vindicatif et cruel pour avoir refusé de soutenir les combines de Tyler et de me défendre contre leur procès.
J'ai ressenti de la tristesse à sa mort, mais pas de culpabilité pour les choix que j'avais faits. En repensant à tout ce qui s'est passé, j'ai appris que le succès signifie plus que la réussite financière ou la reconnaissance professionnelle. Le vrai succès signifie construire quelque chose de significatif tout en maintenant son intégrité. Cela signifie refuser de laisser le dysfonctionnement des autres déterminer votre avenir. Cela signifie avoir le courage de défendre ce que vous avez construit contre les gens qui veulent le démolir par jalousie, sentiment de dû ou dépit. Plus important encore, j'ai appris que vous ne pouvez pas forcer les gens à respecter vos limites, mais vous pouvez rendre extrêmement coûteux pour eux de violer ces limites. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour les membres de votre famille est de refuser de cautionner leurs pires impulsions et de les tenir responsables de leurs choix. Mes parents m'ont poursuivi en justice parce qu'ils pensaient que j'aurais trop peur, que je serais trop coupable ou trop préoccupé par les relations familiales pour me battre efficacement. Ils ont calculé que je réglerais le procès pour éviter les conflits et la publicité négative. Ils se sont trompés sur mon caractère, sur ma résolution et sur ce que j'étais prêt à sacrifier pour protéger ce que j'avais construit. Ils pensaient se battre pour l'avenir de Tyler, mais ils se battaient en fait contre les valeurs qui avaient rendu mon succès possible, le travail acharné, l'honnêteté, la responsabilité et le refus d'accepter des avantages non mérités aux dépens des autres. Lorsque ces valeurs sont entrées en conflit avec leurs exigences, j'ai choisi mes valeurs. J'ai gagné la guerre parce que je me battais pour quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Aujourd'hui, mon entreprise emploie 37 personnes dans 5 États. Nous gérons le marketing numérique de plus de 200 entreprises, des petits commerces locaux aux chaînes de restaurants nationales. Chaque client représente un propriétaire de petite entreprise qui a pris un risque, travaillé dur et construit quelque chose de significatif. Les aider à réussir me semble être le travail le plus important que je puisse faire. Je vis toujours à Cleveland, dans une belle maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné moi-même. Je conduis une voiture fiable qui est entièrement payée. J'ai de l'argent en banque, une excellente assurance maladie et la tranquillité d'esprit qui vient du fait de savoir que je ne dois rien à personne. Mais la véritable mesure de mon succès n'est pas financière. C'est la connaissance que j'ai construit tout ce que j'ai par un travail honnête, que je l'ai défendu avec courage lorsqu'il était menacé et que j'ai aidé d'autres personnes à atteindre leur propre succès en chemin. Personne ne peut me prendre ça, peu importe à quel point ils essaient. Le procès que mes parents ont intenté était censé me détruire. Au lieu de cela, il a prouvé que j'avais construit quelque chose d'assez solide pour résister à leurs pires efforts pour le démolir. Parfois, le plus grand compliment que vos ennemis puissent vous faire est d'essayer tout ce qui est en leur pouvoir pour vous arrêter, et d'échouer complètement. Ce n'est pas seulement le succès, c'est la victoire. Avez-vous déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et l'intégrité personnelle? Comment pensez-vous que les membres de la famille devraient gérer les conflits d'argent et de succès? J'adorerais lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner pour rester à jour sur mon dernier contenu, et partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait bénéficier d'entendre parler de l'importance de se défendre, même lorsque c'est difficile. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle vous aidera à naviguer vos propres défis avec courage et clarté. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de construire la vie que vous méritez, peu importe qui croit en vous ou soutient vos rêves.